Bonsoir et bienvenue à tous, le sommaire. Désormais baptisé Renaissance nationale, l'UDBN a mobilisé ses militants samedi 16 décembre dans la perspective des élections générales de 2026, ce à travers son congrès extraordinaire tenu à Cotonou, le point dans un instant. L'édition 2024 du Hadji a été officiellement lancée mardi dernier à Cotonou. Retour dans cette édition sur la cérémonie de lancement. Au Koweït, l'émir tchèque Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah décède à 86 ans, ce après 3 ans de règne à la tête de son pays. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Pakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, Renaissance nationale naît des cendres de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. C'est ce qui ressort du congrès extraordinaire de l'UDBN tenu samedi 16 décembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Ce congrès entre également dans le cadre des élections générales de 2026. Pour plus de précision, suivons le reportage de Guérit TV Monde. À la naissance, le parti avait 4 initiales, UDBN. À la Renaissance, il se révèle avec 2 lettres, RN. Mais de l'UDBN à RN, la génitrice reste la même, Eche Homo. Voici la dame, Claudine Nafiavi, Prudencio. Invitée de marque de ce congrès, voici ce que l'ancien président du Parlement panafricain dit d'elle. Les Béninois doivent vous prendre comme une femme diplomate, une femme financière, une femme juriste, et une femme sociale, parce que vous êtes très sociale. L'acte de mutation, de transformation, de renaissance de l'UDBN en RN est ce congrès extraordinaire tenu ce samedi 16 décembre 2023 à Cotonou. Même si nous avions perdu des plumes, nous avions encore des raisons de répéter, comme le dit l'adage, que lorsque c'est dur, seuls les durs restent. Chers leaders, les femmes sont prêtes comme jamais à vos côtés. Rassurez-vous, rien ne nous effraie et rien ne branle notre conviction. L'UDBN, c'est comme le phénix. Quand on croit que sa fin est actée, il renaît de ses cendres. Et cette capacité de relance lui est conférée par l'Amazone qui la dirige. Malgré les coups et intrigues politiques, elle reste toujours debout. Il m'arrive, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, de vivre des moments où je suis psychologiquement abattue. Mais très vite, mon entourage immédiat me rappelle à l'esprit mon engagement de ne reculer devant rien. Très rapidement, je retrouve la force de continuer comme un bon roseau qui ploient mais ne rompent jamais. Chers camarades militants et militants, désormais, notre parti Union démocratique Point Bénin Nouveau se fera appeler Renaissance nationale.
À la faveur de ce congrès extraordinaire de l'UDBN, Claudine Afiavi-Prudencio a été portée à la présidence de Renaissance nationale. Elle dirige un bureau de 28 membres. Les militants et sympathisants du réseau Ousmane Traoré-Roth dans la 13e circonscription électorale ont adhéré officiellement au parti de Jacques Ayadji Mouel Béné samedi 16 décembre. Cette adhésion fait suite à celle du bureau national du dit réseau. Selon son président d'honneur Abdoulaye Ousmane Traoré, le Roth et son bureau font un gigantesque travail depuis leur adhésion pour permettre à Mouel Béné de réaliser de belles performances au terme des générales de 2026. Notons que la cérémonie d'adhésion s'est déroulée en présence de la coordonnatrice départementale du Roth, Bilkissou Salami, du coordonnateur de la 13e circonscription de Mouel Béné, Mounirou Alidou, et des sympathisants et militants de Roth et de Mouel Béné. L'agence d'exécution du projet de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos et les ministres de l'infrastructure routière du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria et du Togo, ainsi que la commission CEDEAO se sont réunis vendredi 15 décembre 2023. C'est dans le cadre de la 20e réunion du comité de pilotage du projet à Cotonou. À l'issue de cette assise, le président du comité ministériel de pilotage et ministre des Travaux publics et du logement du Nigeria a fait le résumé des conclusions. Un élément signé Kingo TV. La commission de la CEDEAO, l'agence d'exécution du projet de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos et les ministres de l'infrastructure routière du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria et du Togo se sont réunis ce vendredi 15 décembre 2023 dans le cadre de la 20e réunion du comité de pilotage du projet à Cotonou. Au terme de cette assise, le président du comité ministériel de pilotage et ministre des Travaux publics et du logement du Nigeria fait le résumé des discours et conclusions. La 20e réunion du comité. Durant cette réunion, nous avons avec nous les ministres en charge des routes de l'infrastructure, les représentants. Nous avons les ministres des différents pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Afrique africaine du Nigeria et le ministre du Togo représenté. Au niveau cadre, les différents représentants des institutions suivantes ont pris part à cette réunion. La commission de la CEDEAO, le département de l'infrastructure, de l'énergie et de la digitalisation, le département des affaires économiques et de l'agriculture, la préparation du projet, la cellule de préparation du projet de la CEDEAO et du développement, la CEE, les cellules d'exécution du projet, la Banque africaine de développement, la GIK, le ENABEL, l'agence belge, Trademark Africa, OCAL, Exotis France et la ZLECAF. Les représentants de la banque ont réaffirmé leur engagement, un engagement fort, et souhaité que la banque et ses partenaires commencent la construction du projet d'ici à 2025. Et que les excellences honorables ministres ont souhaité exprimer leur engagement sans faille des gouvernements respectifs pour l'exécution, la bonne exécution du projet du corridor. Ils ont aussi souligné l'importance du projet comme étant une initiative régionale de haute priorité et phare en passe d'apporter des contributions essentielles au développement économique et social de la région. Le ministre a aussi reconnu la décision prise par les chefs d'État durant le sommet, le 63e sommet à Guinée-Bissau, le 9 juillet 2023, pour désigner la Côte d'Ivoire comme étant le siège du corridor de l'Alcoma et pris un engagement pour la création de cette agence. Les ministres, connaissent pourtant de ces aspects et les différents partenaires et les autres partenaires à intensifier leurs efforts collaboratifs pour surmonter les différents défis associés au projet.
Le ministère remercie les deux principaux partenaires de développement, la Banque africaine de développement et l'Union européenne, pour leur engagement et les soutiens continus pour la mise en œuvre effective du projet et fait appel aux partenaires qui sont présents pour soutenir les activités qui sont en cours pour la réalisation de ce projet. La réunion ministérielle s'est articulée autour des questions suivantes: la considération de l'examen et l'adoption de la 20e réunion du rapport de la 20e réunion du comité des experts qui était tenue du 13-14 au décembre 2023. D'autres questions diverses, et la prochaine réunion, l'examen du rapport de la 19e réunion et du comité de rapport. En conclusion, le président du comité de pilotage exprime sa gratitude à ses homologues ministres pour leur esprit collaboratif et les contributions pertinentes. Pendant les délibérations de la réunion, a insisté sur les accords, sur le fait que les acteurs soient scellés, souligner la vision partagée pour un futur où nos nations sont connectées sans barrière, promouvoir la croissance économique, la cohésion sociale et la durabilité. En matière environnementale, la vision partagée est particulièrement manifestée en matière de développement d'une infrastructure interconnectée, robuste, qui va servir de cheville ouvrière pour le développement technologique. En conclusion, le président a exprimé son optimisme concernant l'impact positif de nos efforts collaboratifs sur le bien-être de nos citoyens à travers le développement du projet, et aussi exprimé sa gratitude et officiellement déclaré la réunion close. Cette réunion, qui succède à celle technique des membres du comité d'experts du projet d'aménagement de l'autoroute du corridor, est accueillie par le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable José Tonato, qui exprime sa gratitude. Il est suivi par le représentant du ministre de la Côte d'Ivoire et le ministre du Togo. Je voudrais particulièrement vous remercier, Monsieur le Président, pour la dextérité avec laquelle vous avez conduit nos travaux. Remercier mon doyen du Ghana pour sa contribution de grande qualité, et également le Togo et la Côte d'Ivoire qui, malgré l'absence des ministres, ont été d'une très grande contribution pour nos travaux. Je voudrais dire merci à la CEDEAO, à la commission CEDEAO, à la commission des infrastructures, à la Banque africaine de développement, à l'Union européenne, à tous les partenaires qui nous accompagnent pour que ce projet important devienne une réalité. Et vous dire à tous, au nom du peuple béninois, nos sincères remerciements d'être venus nous voir, et surtout nous inviter à revenir plus souvent. Déjà avec la Côte d'Ivoire qui a été choisie pour le siège, nous allons mettre tout en œuvre pour que les activités, ou je vais dire le lieu qui a été choisi ou qui sera choisi par la CEDEAO soit réellement opérationnel pour démarrer très rapidement l'activité de la Côte. Et quant à la diligence nominée, le message sera passé au gouvernement, et je pense que à la prochaine réunion, certainement le ministre sera là pour donner le lieu voie de l'avancement d'action. Par ce leadership, nous espérons que ce projet aboutira à coup sûr et dans les meilleures conditions. Mon pays, le Togo, ne ménagera aucun effort pour que ce projet aboutisse en déployant tout ce qui est de son ressort afin que nos pays se rapprochent davantage à travers ce projet intégrateur. Retenons que cette 20e réunion avait pour but d'évaluer le niveau de progrès réalisé, prendre des décisions critiques et accélérer le processus de mise en œuvre du projet. La première édition du Salon des métiers de la Flash, faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'Université de Parakou, s'est ouverte mercredi 13 décembre dernier. Formation, employabilité et développement, le grand challenge du partenariat entre les universités et le monde professionnel. C'est autour de ce thème que se sont réunis l'équipe rectorale conduite par le professeur Betra Sogosi Boko, la doyenne de la Flash
UP, Clarisse Tamaïmourou, le représentant du préfet du Borgou, et Jules Léandre Kitty, représentant de la marraine de l'événement, Claudine Prudencio et bien d'autres autorités communales du Borgou. Reportage Eden TV. La première édition du Salon des métiers de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines Flash de l'Université de Parakou se veut une rencontre entre différents acteurs du monde académique, du monde des entreprises et celui professionnel. Objectif, faciliter l'insertion des jeunes diplômés et orienter les étudiants de cette entité. Cette rencontre s'avère à nos yeux une rencontre de vérité et de réflexion qui vise à permettre aux étudiants de découvrir le monde professionnel et ses actrices et acteurs à créer un échange pour aider les futurs diplômés de la Flash à découvrir leur vocation et, le cas échéant, à construire leur projet professionnel. L'événement est placé sous le haut parrainage de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, présidente de la Fondation Omolara Prudencio, qui s'est faite représenter pour des raisons d'agenda. Son représentant Jules Léandre Kitty était porteur de plusieurs messages. La présidente de la Fondation Omolara Prudencio me charge donc de dire, du haut de cette tribune, que notre investissement collectif dans l'éducation des enfants et l'encadrement rigoureux de nos filles ne doivent pas être négociables dans nos réflexes quotidiens. Pour la présidente de la Fondation Omolara Prudencio, il faut œuvrer à tout prix pour préserver la vie de nos enfants, surtout les filles. L'autre message qui tient à cœur à la présidente, c'est d'exhorter tous les décideurs, les chefs d'entreprise, à faire chaque jour un peu plus pour offrir des opportunités d'emploi aux jeunes. Malgré son absence, aucun des intervenants n'a taré de mots pour vanter les mérites de cette Amazone des temps modernes. Claudine Afiavi Prudencio, une femme de grande valeur, qui s'illustre par sa grande efficacité dans la discrétion. Bien qu'absente, elle a suivi toutes les étapes des préparatifs de ce salon, parce qu'accordant du prix à tout ce qui touche à la jeunesse. Une passionnée achevée de la lutte pour la bonne éducation des jeunes, de la recherche, de la création et de l'offre d'opportunités d'emploi au profit de la jeunesse. Elle y consacre son leadership fort, son énergie, son temps, ses ressources. Oui, femme leader, opératrice économique, experte internationale, elle est formatrice et mentor pour beaucoup de jeunes femmes ici au Bénin et à l'international. Femme engagée dans tout ce qui est action de développement. Nous pouvons garder d'elle deux centres d'intérêt. Un engagement pour tout ce qui est autonomisation de la femme et de l'enfant, et un autre centre d'intérêt, une femme engagée dans l'éducation. Le recteur de l'Université de Parakou, représentant la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, un bon père de famille, a prodigué aux étudiants quelques conseils. Si j'ai un conseil à vous donner, chers étudiants, c'est de vous demander de cultiver la curiosité, l'adaptabilité et la persévérance. Saisissez donc chaque opportunité qui s'offre à vous pour acquérir de nouvelles compétences afin d'élargir vos horizons. Pour ma part, l'événement de ce jour est pour vous, étudiants bien sûr, une belle occasion d'apprentissage et d'inspiration. Et je vous encourage vivement à accorder une attention particulière aux expériences qui seront partagées par le précieux alumni, car je veux bien croire que les exemples concrets qu'ils vous donneront vont alimenter votre réflexion quant à votre propre avenir professionnel. Les partenaires du salon ont installé des stands pour montrer à la communauté universitaire leurs offres. La revue annuelle du secteur de l'énergie au 31 octobre a eu lieu le 12 décembre dernier au ministère des Affaires étrangères. La rencontre a été placée sous le thème « Contrôle et sécurité électrique, état des lieux et perspectives ». Le compte rendu avec ORTB. C'est un chantier sur lequel s'active l'actuel exécutif au quotidien. La disponibilité de l'énergie électrique. De nombreux efforts sont consentis pour faire jaillir la lumière sur les contrées les plus isolées et assurer nos fournitures sans discontinuité dans les milieux urbains.
Les acteurs majeurs du secteur sont ici réunis pour passer en revue les activités exécutées en 2022 et en 2023, et ce jusqu'au 31 octobre 2023. Je citerai par exemple la construction de la seconde phase du projet des FISOL, projet Forson, et aussi le lancement de la construction d'ici peu d'une troisième centrale sur le même site, ce qui nous conduira à une puissance installée de 75 MW sur le site d'Ilulofine. Le processus de contractualisation en cours pour l'installation d'une autre centrale solaire de 25 MW à Candy, la finalisation des études devant conduire à la contractualisation pour la réalisation de la centrale hydroélectrique de Dogobis, le projet de construction d'une centrale, alors là on n'est plus en renouvelable, d'une centrale en cycle combiné de 40 MW lancée en mode IPP donc par un investisseur qui s'appelle Genesis, la poursuite de la préparation du projet de centrale dans la zone économique spéciale de Glodjibé. L'objectif visé, des services énergétiques suffisants, de qualité, aux conditions optimales de coût et de sécurité d'approvisionnement. Au-delà de toutes ces actions au niveau national, il faut noter que cette année 2023 a connu dans notre pays l'inauguration du Centre d'information et de coordination, opérateur du système du marché régional de l'électricité de la CEDEAO, qui a eu lieu donc le mois dernier, le 17 novembre 2023. Je voudrais à travers vous et au nom des PTF saluer le gouvernement pour avoir placé le développement du secteur de l'énergie au cœur du PAG. L'état des lieux permet de définir de nouvelles orientations stratégiques afin de mieux atteindre les objectifs contenus dans le PAG 2021-2026 au niveau sectoriel. Décideurs et PTF vont aussi prioriser le contrôle et la sécurité électrique. On prend la direction de Lokossa, la cité de l'Espérance, qui vous accueille toujours en toute beauté, une beauté imprimée par les différents conseils municipaux depuis plus d'une décennie. Notre équipe sur place nous fait découvrir à travers ce reportage toute l'organisation qui permet de garder la ville de Lokossa propre et attrayante. Evariste Zoumaou, Samirat Chabimane. Les associations de femmes balayeuses et propres offrent bien d'autres avantages. Et ça nous met aussi en sécurité. Et ça permet à ceux qui sont étrangers et qui viennent, par moment, de constater qu'on est propre, on est présentable dans la localité. Et plus loin, je pense que c'est aussi nécessaire pour assurer la sauvegarde des investissements de l'État, parce que c'est des milliards. Et pour toujours figurer parmi les villes les plus propres du pays, ces femmes balayeuses souhaitent de meilleures conditions de travail. Nous sommes engagés à rendre notre ville propre et attrayante. Elle doit plaire aux étrangers. Pour cela, nous avons besoin de matériel de travail, de protection et surtout d'uniformes. Nous sommes en train de vouloir travailler ardemment pour que les conditions du travail soient bien remplies. Donc on impose aux entreprises maintenant que les dames soient en uniforme. Non seulement qu'elles soient en uniforme, mais de l'autre côté, il faut des balises pour les protéger lorsqu'ils sont en train de balayer les rues. Lokossa est résolument engagé à rester propre et tous les fils et filles de la cité sont invités par les autorités à contribuer à cet idéal. Dans le reste de l'actualité, la culture du manioc est sérieusement menacée en Afrique et au Bénin par plusieurs maladies virales. Si rien n'est fait, ces pathologies vont détruire des hectares de culture. Pour éviter un tel scénario, des méthodes modernes de surveillance et de détection des virus sont pensées. Un atelier au profit des acteurs de la filière a eu lieu à Abomey. Pierrette Adin aussi, Cadnel Capo. Le projet WAVE est engagé depuis plusieurs années dans la lutte préventive contre les maladies virales des plantes à racines et tubercules, et dans le cas d'espèce, le manioc. Sa première phase a notamment permis de sensibiliser les acteurs de la filière à l'existence de pathologies nuisibles au manioc dans les 10 pays que couvre le projet. Il y a eu aussi des prospections dans des champs. La phase évoluant demandait à constater l'insuffisance de cette pratique-là. Et nous avons décidé d'introduire l'usage de l'intelligence artificielle dans la détection de ces maladies à travers des appareils digitaux, former les producteurs à leur usage
de façon directe au champ, sans intermédiaire. Tout producteur peut utiliser cette application-là, comment faire usage de nos téléphones Android. Une application pour détecter les maladies du manioc. Notre problème, c'est les maladies du manioc, surtout les mosaïques antanos qui suivent également les sèves des plants. Donc, Wevo est en train de faire un grand travail sur ça. Avec l'installation de l'application à partir de nos portables, une fois sur le terrain, identifier rapidement les maladies et de les reconnaître. Donc, ce programme-là est venu pour aider à ce que ces problèmes de virose et de parasitose soient réglés. Troisième plus grande source de glucides pour l'alimentation humaine et la culture de subsistance et de rente par excellence pour les producteurs. Le manioc est l'incontournable aliment de base pour près de 800 millions de personnes dans le monde, dont près de 500 millions d'Africains, selon des statistiques. Parlons à présent de cette grande foire itinérante à la place de l'indépendance de Djougou. Des produits locaux y sont à l'honneur avec comme thème principal le consommer local face aux défis de compétitivité des produits locaux dans un contexte de mondialisation. Le point de la cérémonie de lancement avec Jean-Claude James et Yves Agolopassi. Le Made in Bénin, qu'il soit frais ou transformé, focalise toutes les attentions à cette foire itinérante. Une initiative pour montrer son attachement au Bénin et le nom Wanyinyi 229 le prouve à suffisance. C'est nous notre mission de faire la promotion des produits locaux, de les rendre accessibles et travailler à développer des marchés pour les produits locaux. Évidemment, nos promoteurs souffrent beaucoup pour produire et il faut les encourager. Ce que nous aurons également souhaité, c'est de faire un achat conséquent. Plusieurs partenaires dans la GIZ, à travers ProPME, accompagnent ce rendez-vous de promotion du consommant local qui va sillonner 8 villes. La GIZ, à travers le ProPME, reste convaincue de ce que cet événement constitue pour vous une belle opportunité pour améliorer votre portefeuille client et par la même occasion atteindre vos objectifs financiers. En matière donc de promotion des produits locaux, c'est d'abord la promotion de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, la volonté du gouvernement est manifeste dans ce sens. Je voudrais m'appesantir un peu sur l'aspect culturel. Quand vous avez le courage de donner un nom local à votre chose, les consommateurs se disent, tiens, ça c'est pour nous. Tout ça, là, ça participe à renforcer votre culture. Cette deuxième édition de Wanyinyi 229, c'est aussi des projections de matchs de football, des concerts et des causeries débats pour explorer les pistes de solutions aux défis du consommant local. Et c'est avec cet élément que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'ARAC a procédé à la signature des conventions d'autorisation de 46 médias en ligne, dont ESAE TV et ESAE Radio. C'était le mercredi 13 décembre dernier. Le point de la cérémonie signé ESAE TV. Première télévision en ligne apparue dans l'univers médiatique béninois en décembre 2015, ESAE TV reçoit officiellement son autorisation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC au bout d'un long processus. Il en était temps, c'est d'abord ce qu'on peut dire, parce que ça a vraiment mis du temps. Je crois que c'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé depuis deux mandatures en arrière, où le processus a été lancé. Ça a été invalidé, ça a été repris, il y a eu ensuite enquête de moralité, ça a vraiment mis énormément de temps. Et il faut quand même féliciter et remercier cette RAC-là qui a mis maintenant le pied sur l'accélérateur
pour qu'enfin nous puissions avoir une convention officielle. Hormis ESAE TV, ESAE Radio est également parmi les 46 médias ayant reçu leur convention d'autorisation. Le président de la RAC exhorte ces derniers, dans l'exercice de leur mission d'information, au respect des dispositions légales et réglementaires. Vous allez signer la convention avec la RAC. Je voudrais vous inviter au respect scrupuleux des dispositions contractuelles. Vous êtes des médias qui utilisent l'Internet comme support de diffusion. Je voudrais en appeler à votre sens d'éthique et de professionnalisme. Je vous renvoie donc à votre responsabilité sociale pour faire de ces précieux outils de communication des vecteurs de paix, de consolidation de l'unité nationale et de renforcement de notre démocratie. ESAE TV et ESAE Radio peuvent désormais exercer légalement et en toute quiétude. Mardi 12 décembre, au ministère des Affaires étrangères a été officiellement lancée l'édition 2024 du Hadji. La cérémonie de lancement a connu la participation du ministre Olusegun Ajadi Bakari, de Benjamin Okpati, ministre de la Santé, Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi que des leaders de la communauté musulmane. Parlons toujours du Hadji. Quelle attitude adopter pour un bon pèlerinage? Élément de réponse avec l'islamologue Bassirou Lassissi, propos recueillis par ESAE TV. Réussir son Hajj est très important pour le fidèle musulman, puisque si la réussite n'accompagne pas le pèlerinage, c'est tout comme l'adoration n'a pas été effectuée. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé, lorsque nous voulons effectuer le pèlerinage, la toute première des choses que nous devons noter pour pouvoir réussir ce pèlerinage, c'est la crainte d'Allah. Il a dit « Watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ». Il dit « Apprêtez-vous pour le pèlerinage », c'est-à-dire arrangez votre valise, apprêtez votre valise, tout ce que vous allez utiliser là-bas au pèlerinage. Mais il a dit « Inna khayra zadi taqwa ». Il est la meilleure des valises, des bagages que vous devez emporter avec vous, c'est la crainte d'Allah. La crainte d'Allah est un pilier qui va faire réussir le pèlerinage. Puisque lorsque le fidèle craint Allah, la première des choses, il saura que non, je ne devais pas effectuer le pèlerinage avec un moyen financier illicite. Pourquoi? Parce que c'est que Allahu tayyib wa la yaqbalu illa tayyibat. Allah est pur, propre, il n'accepte que ce qui est propre. Alors lorsque tu prends un moyen financier illicite pour effectuer le pèlerinage, il faut savoir que tu ne peux pas réussir ton pèlerinage. C'est déjà gâté au début. C'est cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va veiller aux fidèles de bien apprendre ce qu'il faut aller faire là-bas au pèlerinage. Parce que le pèlerinage, ce n'est pas un voyage touristique, non. À chaque lieu, à chaque endroit, il y a une adoration précise et une parole précise à prononcer. Cette crainte d'Allah va l'amener à se sacrifier, à laisser un peu du temps, aller vers les ulamas, les alphas, ceux qui comprennent, qui peuvent l'enseigner, qui peuvent l'orienter. Donc, c'est cette crainte d'Allah qui va l'amener à respecter les recommandations d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il sera au pèlerinage. Pourquoi? Parce que Allah a dit Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Il dit le pèlerinage, c'est dans des mois connus. Wa man farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Il dit celui qui effectue le pèlerinage doit pas faire une bagarre, doit pas chercher querelle, doit pas insulter son prochain. Même si quelqu'un l'insulte, c'est du calme. Il ne répond pas d'une mauvaise manière, même peut-être pour demander pardon au retour. Donc tout ceci rentre dans les choses, les valises que le fidèle doit apprêter pour pouvoir réussir son pèlerinage. Avoir de bons comportements, respecter les rites du pèlerinage, tout ceci accompagne le fidèle à pouvoir réussir son pèlerinage.
Le tribunal de première instance de deuxième classe de Djougou a servi à l'ouverture de la 12e rencontre trimestrielle entre la Cour suprême et les juridictions de fond et les auxiliaires de justice le 11 décembre dernier. Le compte rendu de la cérémonie est signé au RTB. Une rencontre trimestrielle aux allures de journée scientifique. Ces praticiens du droit sont tous à l'école de la Cour suprême et pendant 2 jours, l'impact de la jurisprudence de l'institution sur l'œuvre juridictionnelle des cours d'appel et tribunaux de première instance était au cœur des échanges. La Cour suprême a institué cette rencontre de dialogue pour permettre aux juges du fond, pour permettre aux auxiliaires de justice qui participent de l'œuvre de justice. J'ai nommé les avocats, les huissiers, les commissaires-priseurs, les notaires, de s'imprégner des grandes orientations jurisprudentielles de la Cour suprême. Il ne sert à rien de laisser les cours d'appel, de laisser les juridictions de première instance prendre des décisions qui finiront par être cassées au niveau de la Cour suprême. Ça permet à notre pays d'avoir une justice de qualité. Au nombre des thématiques développées au cours de cette 12e rencontre figure le contentieux administratif dans les juridictions de fond, difficultés et perspectives, l'intégrité du titre foncier à l'épreuve du conflit foncier au Bénin. C'est pour la première fois que nous recevons une telle équipe pour un travail du genre. Ils ont abordé des thématiques qui sont des faits ou des problèmes récurrents qui opposent les populations. Et donc, leur arrivée permettra de faire ces échanges-là et d'améliorer la qualité de la justice aux justiciables. Ces rencontres professionnelles permettent aussi à l'équipe dirigeante de la Cour suprême, plus haute juridiction de l'État en matière administrative, de s'enquérir des conditions de travail du personnel des structures d'accueil. Les chefs d'arrondissement du Bénin ont décidé de se mettre ensemble pour mieux se faire entendre. Ils l'ont fait savoir au détour d'un congrès constitutif ayant consacré la naissance de leur association dénommée ANACAB, entendez Association nationale des chefs d'arrondissement du Bénin. Le premier bureau de ce nouveau creuset a été mis sur pied le week-end dernier à Dassa. Emmanuel Azokpota, CA d'Avogbana, dans la commune de Boïkon, est élu président de l'Association nationale des chefs d'arrondissement du Bénin à ce congrès constitutif. Sa mission, défendre les droits et devoirs de ses pairs chefs d'arrondissement du Bénin. À peine installé, le bureau s'engage déjà à aller au front. Pour moi, il ne s'agit pas d'un bureau composé de présidents, de vice-présidents et de secrétaires. Non, il s'agit d'une équipe. Nous allons travailler les mains dans les mains pour que les objectifs puissent être atteints. Notre premier défi, c'est d'accompagner la réforme en cours, la réforme au niveau de la décentralisation, pour que nous puissions quand même faire des propositions concrètes pour que ces réformes puissent aller de l'avant. Chacun de nous a essayé de se sacrifier. Dans notre comité, on n'a pas voulu faire trop chef pour dire, bon, il y a le président, il y a le secrétaire. On travaille vraiment ensemble. C'est pourquoi vous avez le résultat que nous tous, nous voyons. Et que la suite soit vraiment meilleure. Vous devez donc travailler à l'atteinte des objectifs de la décentralisation. Travailler à relever l'un des défis majeurs aujourd'hui. Défi sans quoi la décentralisation ne se porterait pas mieux dans notre pays. Il s'agit de la mobilisation des ressources. Quoi qu'on dise, si tout ce que vous faites ne concourt pas à une bonne mobilisation des ressources pour que les communes puissent vivre convenablement, ça veut dire que l'ANACAB sera une association de plus. Ce n'est pas ce que nous vous souhaitons. C'est un bureau qui va conduire les destinées de l'Association nationale des chefs d'arrondissement du Bénin. Une association qui rejoint ainsi l'univers des structures du secteur de la décentralisation au Bénin.
Les agents de la police républicaine en formation pour renforcer leurs capacités sur la gestion de crise. Un atelier de formation est organisé à leur intention par le Centre de prévention et de gestion de crise. Un projet porté par l'Agence belge de développement Enabel. Benjamin Denayon, FIFA Meata de Diokoundé pour plus de précisions. Assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, surtout dans les moments de crise diverses. C'est la mission assignée à la police républicaine. Lorsque la crise arrive, il est trop tard pour commencer par courir, prendre des mesures. Il est important de se préparer en amont pour anticiper sur la survenance de ces dysfonctionnements. Pour accompagner ses agents dans cette tâche qui est loin d'être un jeu d'enfant, Enabel met en œuvre ce projet. Il s'agit là de renforcer l'opérationnalisation de la police républicaine en matière de préparation à une meilleure gestion de crise. Des scénarios réalistes, vous allez en affronter pendant ces exercices et elles vont renforcer vos compétences opérationnelles, votre capacité à prendre des décisions éclairées dans des situations de crise et enfin, elles vont renforcer à terme la résilience collective. Cet atelier vient refermer une série de 18 sessions de formation dédiées aux exercices de simulation de gestion de crise à travers 12 départements du pays. Nous sommes à la fin d'un projet qui, je pense, a montré toute cette nécessité et démontré qu'on pouvait avoir un vrai partenariat. Vous dire aussi que l'aventure continue puisque nous avons signé un nouveau programme de coopération il y a quelques semaines. Ça veut dire que nous sommes repartis pour une période de 5 ans avec, encore une fois, de nombreux défis à relever. 360 fonctionnaires de police et 120 autorités départementales sont formés grâce à ce projet financé par l'Union européenne. L'association humanitaire de l'Église catholique, Catholic Relief Service, membre de Caritas International, conduit au Bénin le projet de cohésion sociale Kajogbe Funitunu. Le dit projet est officiellement lancé à Parakou la semaine dernière. Le projet Kajogbe Fu Itunu, qui veut dire en langue nago, vivons et travaillons pour la paix, est un projet de cohésion sociale visant la consolidation de la paix et la prévention des conflits politiques et communautaires. Zone d'intervention, Banté et Savet dans les collines et Parakou et Tchaourou dans le Borgou. Madame la représentante pays de CRS, je voudrais vous rassurer de l'engagement de mon collègue préfet des collines, des maires des communes bénéficiaires et moi-même à accompagner la mise en œuvre du projet pour qu'il impacte véritablement les bénéficiaires. La mise en œuvre du dit projet avait démarré en mars 2023 et fait déjà rêver. Tout le conseil communal de Savet a été formé sur la prévention et gestion des conflits. Des conseillers communaux qui ne se parlaient pas, pendant les 3 jours de formation, sont restés ensemble pour manger, pour rire et ils ont pris l'engagement de tourner la page et de mieux travailler pour la cohésion sociale parce que c'est la seule raison d'être. J'ai eu l'occasion de voir avec les collègues ces progrès dans les localités de Karo, Niki-Pérou, Sanson et dans le quartier de Yarakene ici à Parakou. J'ai été très impressionné par l'engagement des notables, des hommes et des femmes déterminés. Au Bénin, depuis 1958, le Catholic Relief Service, qui intervient dans la lutte contre le paludisme, l'éducation, la microfinance inclusive et la justice, pilote ce projet financé par le peuple américain. On évolue à 1091 le nombre d'acteurs et d'autorités déjà soutenus et qui se sont engagés dans les activités de consolidation de la paix. D'un financement total de 620 millions de francs CFA, ce projet, conduit par le CRS et les équipes de Caritas, de Parakou et de Dassa, a le plein soutien des autorités. Je ne doute pas un instant que chacun de nous, chaque partie prenante va se mobiliser comme cela se doit dans l'atteinte des objectifs. Le projet s'achève en février 2025 et ambitionne impacter près de 34 000 participants, dont plus de 6 700 bénéficiaires directs.
Le gouvernement du Bénin, via le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, vole au secours des familles démunies à travers des aides sociales. Pour le compte du département de l'Ouémé, la remise de ces aides sociales s'est déroulée hier lundi à la Maison des Jeunes de Porto Novo. Le point avec Calvador Aranou et Nathalie Doris Oolabi. Cette initiative des secours nationaux vise non seulement à soulager les peines des personnes vulnérables, mais elle traduit également la volonté du gouvernement à construire une communauté plus solidaire et plus inclusive. Les secours nationaux sont des appuis non contributifs et non remboursables que le MASM, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, octroie à ses cibles à la suite d'un processus qui implique plusieurs acteurs des niveaux national, départemental et communal. Au terme donc de ce processus, pour le compte de l'année 2023, ils sont 352 bénéficiaires retenus pour être appuyés dans le département de l'Ouémé pour un montant global de 17 600 000 francs CFA. Pour la commune de Porto Novo, il s'agit d'un montant total de 4 800 000 francs CFA, soit 1 600 000 francs CFA pour chacun des 3 CPS à remettre ce jour au profit de 96 personnes, soit 38 personnes indigentes, 32 personnes âgées et 26 personnes handicapées. Cette remise d'appui prend également en compte 66 apprentis considérés comme des cas sociaux qui seront appuyés dans leur formation professionnelle, et cela pour un montant de 3 300 000 francs CFA. Toutes les 9 communes de l'Ouémé sont concernées et Porto Novo se retrouve avec 18 cas sociaux. Nous qui sommes des bénéficiaires, que Dieu nous aide aussi à respecter notre engagement. Et Dieu aussi va nous assister dans nos activités quotidiennes. Les apprentis seront dociles jusqu'à la fin de leur apprentissage. Et nos vieilles, qui ne peuvent plus faire quelque chose, qui ont pris pour la nourriture, Dieu bénira tous ceux qui vont prendre. D'autres aides sociales sont annoncées pour les tout prochains jours, toujours dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. Hors du Bénin, plus précisément au Nigeria, l'insécurité entrave les soins médicaux. Vendredi 15 décembre dernier, des affrontements ont éclaté dans la ville de Zourni, dans l'état de Zamfara. L'association Médecins sans frontières a dû évacuer une dizaine de son personnel vers la ville de Gouzo. Le tribunal du Vatican a rendu son verdict hier samedi sur l'affaire Bethiou. Et le cardinal Giovanni Angelo Bethiou est accusé de détournement et de fonds à l'issue du procès de l'immeuble de Londres. Les 9 autres personnes ont été condamnées après plus de 2 ans de procès sur des malversations financières liées à ce complexe immobilier qui ont fait perdre au siège des dizaines de millions d'euros. Et dans une note, les avocats de Bethiou ont annoncé faire appel au verdict. Ils relèvent que les 86 audiences du procès ont mis au jour une machination contre le cardinal Bethiou. L'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Hamad Al-Sabah, est décédé ce samedi 16 décembre à 86 ans. Son palais l'a annoncé. Il meurt après 3 ans de mandat marqués par des conflits politiques répétés. Né en 1937, Cheikh Nawaf était le 5e fils de l'ancien émir Cheikh Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. La première édition de la lutte de bras de fer sportif des Agodiers a été officiellement lancée vendredi 15 décembre sur le terrain de handball de l'UAC. Promouvoir la gente féminine est le but visé. ESAE-TV pour le point de la cérémonie. Au-delà de l'intégration, le développement et l'épanouissement des jeunes que nous recherchons, c'est l'honneur de notre nation qui est en jeu. Je déclare officiellement ouvertes les luttes de bras de fer sportifs des Amazones Agodiers. Merci. C'est sur ces mots que l'artiste, chanteuse et percussionniste Ayodele lance le championnat de lutte de bras de fer sportifs des Amazones Agodiers. Une première édition qui s'érige dans la promotion du sport féminin avec un objectif bien précis.
En se lançant dans l'organisation d'une telle compétition, l'association de bras de fer sportifs du Bénin a en effet noble ambition de promouvoir cette discipline encore peu connue qu'est le bras de fer sportif, de créer un espace convivial et de partage pour les jeunes. La ferriste Marie-Rose Lalayet, présente à cette cérémonie d'ouverture, nourrit diverses attentes au terme de la compétition. Je suis très heureuse d'être cette Amazone qui a envie de mieux faire à chaque fois. Je voudrais que ce moment soit le couloir d'expression de la femme à Godier. Je voudrais que chacun de nous nous donnons à cette discipline. C'est donc un privilège immense de partager cet instant avec des athlètes dévoués, des supporters fervents et tous les acteurs qui font vivre la magie du sport au Bénin. La magie du bras de fer sportif. Jérémy Benho, président de l'association béninoise de bras de fer sportifs, a profité de l'occasion pour évoquer la genèse de la discipline et se réjouit du choix porté sur la marraine de l'événement. Cette initiative a connu le jour il y a quelques années, 5 ans disons, en 2018, quand j'ai été sollicité par Madame Keïta Aminata Maïga, ex-première dame du Mali, la femme de Ibeka, pour pouvoir promouvoir le bras de fer sportif au Bénin en tant que discipline sportive. C'est donc un grand honneur pour moi qu'une Amazone, qu'une femme guerrière battante qui a honoré les couleurs nationales au plus haut rang, au-delà des contrées, notre artiste, chanteuse, percussionniste Ayodele, de pouvoir porter cet événement. Nous sommes fiers, chères sœurs, de vous accueillir sur cet événement parce que déjà, votre présence auréole cette initiative au plus haut rang. Nous sommes conscients de votre visibilité, de votre impact et de vos actions sociales. Et c'est pour cela que c'est avec fierté et cœur ragaillardi que nous passons ce bref moment avec vous. L'association a offert un présent à la marraine, signe de reconnaissance et de gratitude. Cette première édition de la compétition, la lutte de bras de fer sportif des Agodiers, aborde l'épreuve de bras gauche ce vendredi, suivie de celle de bras droit demain samedi et la remise des médailles, trophées et attestations. Fémis aussi, qui se concentre. Qu'est-ce qui va se passer? La vie est délai, la Vierge, Mesdames, Messieurs, ainsi professe ce JT des JT. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et bonne semaine.